Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui au programme une vidéo sur le Kazakhstan. Nous allons faire plusieurs vidéos sur le Kazakhstan. Et le Kazakhstan, donc c'était le pays inévitable pour nous puisque c'est l'accès à l'Asie centrale. Encore, me direz-vous, parce que ça fait plusieurs fois on a l'impression que la Géorgie c'est déjà l'accès à l'Asie centrale, puis la Russie et maintenant encore le Kazakhstan. Oui, si on considère que l'Asie centrale, le cœur de l'Asie centrale, c'est plutôt du côté de l'Ouzbékistan, du Kyrgyzstan. Le Kazakhstan fait évidemment partie de ces pays, mais il est tellement vaste, il est tellement grand, regardez sur une carte, que c'est aussi un pays qu'il faut traverser pour aller vraiment aussi loin qu'au cœur de l'Asie centrale. Et c'est bien comme ça qu'on l'a saisi dès le départ, puisque dès le passage de la frontière, nous sommes trouvés dans les steppes à l'infini. Et donc ça évoque évidemment la notion de road trip et tout ce qui va avec, c'est-à-dire rouler, 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 ouvrir les fenêtres pour prendre un petit peu de vent pour s'aérer, s'arrêter occasionnellement aux stations-service, regarder autour de nous, voir les premiers chameaux. Ils sont apparus très rapidement après la frontière russe, les premiers chameaux. Et Dieu sait qu'on en a vu après, mais on s'est un moment arrêté quand même pour les voir. Les premiers, ce sont des chameaux qui, on va dire, sont semi-sauvages en général, hein, parce qu'ils sont presque toujours marqués d'un numéro, ce qui signifie qu'ils ont un propriétaire, mais ils errent complètement librement entre la steppe et puis les villages où ils reviennent, et on les trouve aussi bien près d'une station-service, en plein milieu de la montagne, ou carrément sur la route. Donc ce sont des personnages un peu intrigants et ce sont des personnages de la steppe. Il n'y a pas que des chameaux, Manu. Alors oui, bien sûr, il y a des chameaux et des dromadaires. C'est ça qui nous a surpris. Donc on s'est forcément demandé si les chameaux et les dromadaires pouvaient s'accoupler et donner une descendance. Et la réponse est Oui. il peut Contre avoir- toute attente, oui. Alors ces descendances, tout dépend qui est le père. Si le papa est dromadaire et que la maman est chamelle, ça s'appelle un toulou. Si le papa est chameau et la maman dromadaire, ça s'appelle un nar. Et ces petits ne sont pas fertiles, sauf exception. Et on les reconnaît parce qu'ils ont une bosse et demie, je dirais. Non? Ouais, c'est une bosse continue en fait qui s'étale sur une largeur plus importante que la bosse unique du dromadaire. Idéalement, pour nous rendre au cœur de l'Ouzbékistan et aux villes mythiques de la route de la soie, on aurait dû prendre une route qui aille assez loin vers l'est, en fait vers le sud-est. Et il se trouve que notre itinéraire a été largement déterminé par le fait qu'une frontière était fermée, une frontière essentielle qui nous aurait permis de passer en Ouzbékistan par l'ouest. Et donc on a beaucoup hésité entre deux routes, aller directement vers l'Ouzbékistan ou bien se rendre à un endroit qui forme une sorte d'excroissance dans le pays qui s'appelle le Mangistau. Et nous avons choisi d'aller vers le Mangistau sur la base de conseils qui nous avaient été donnés par d'autres J'attendais quand voyageurs. même qu'ils disent ça, parce que c'était pas du tout au programme en réalité. Sauf que moi sur les réseaux, j'ai vu les vidéos des copains qui étaient avant nous, et je trouvais ça vraiment surprenant. Donc je disais à Manu quand même, c'est beau. Alors il me dit ouais, mais tu sais, avec les photos, les drones, on peut rendre des endroits beaux qui sont pas. J'ai quand même un peu insisté. Alors c'est très loin, donc on a Oui, dû c'est faire ça. une boucle. Puis la fermeture de la frontière nous obligeait à faire un aller-retour, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, en fait exclusivement le Mangistau. Donc ça suppose une route vers le sud, une route assez longue, peut-être environ 2 jours de route, le long de laquelle, pour commencer, on a vu beaucoup de petites mosquées, beaucoup de cimetières. On était surpris parce qu'on voyait presque davantage de cimetières que de petits villages ou de hameaux. On s'est dit, mais c'est incroyable en fait, il y a plus de gens morts que vivants finalement, parce que finalement les cimetières demeurent, j'ai l'impression, éternellement en fait. Je sais pas, puis ils prennent tellement de place. Voilà, ils sont vraiment très présents dans le paysage. Donc on a cherché forcément à les filmer un petit peu. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Oui, souvent on ne voit qu'une partie puisqu'ils sont protégés par des murs. On voit surtout le haut des coupoles. Alors ils sont protégés par et les croissants. Souvent 3 murs. Et le mur de derrière, il n'y en a pas, puisque quand même il nous est arrivé fréquemment de dormir derrière des cimetières. Oui, oui, mais derrière le mur en l'occurrence.
Non. Bon. Enfin bon, on n'a pas l'impression que ce soit des endroits qui soient sacrés au sens où il est interdit d'y aller, hein. Ils font Non, vraiment non. partie de la vie, du paysage même. Donc ça, c'était un point important à souligner. Et puis bon, sinon pour le reste, on a roulé, roulé, roulé. On est tombé sur de nombreux chevaux sauvages. Alors pareil que les dromadaires ou les chameaux, en règle très générale, ils sont surtout en liberté et ils se comportent comme les chevaux en liberté, c'est-à-dire qu'ils se regroupent beaucoup, ils se regroupent en particulier au point d'eau et pendant de longues heures, ils sont quasiment immobiles, debout dans les points d'eau, à secouer assez frénétiquement la queue et parfois le col, Bah, et, pourquoi, à ton avis? pour se débarrasser des Bah mouches oui, évidemment. hein, Et ils les semblent pauvres. un peu nerveux comme souvent. Il y a Ouais, ils tapent. très généralement des petits qui sont là avec leur mère. Et donc ce sont alors des images qu'on garde aussi beaucoup du paysage kazakh, hein, parce qu'on en voit très très fréquemment. Euh, je ne vais pas dire que C'est dès que, vraiment de très jolies scènes, ça. oui, auquel on n'a pas forcément rendu grâce suffisamment parce qu'on n'avait pas toujours l'éclairage qui convenait, mais on a, en tout cas, Bah, il faut. parce qu'il fallait rouler, 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 et puis tout Oui, d'un coup, on c'est se rend ça. compte que, ah, Il n'y en a plus. ah bah, il n'y a plus Il de y en a moins. chameaux et il n'y a plus de Mm. chevaux. On a passé le. En fait, il s'agit, ouais, d'une sorte de spectacle qui est un spectacle éparpillé, et donc on ne sait jamais très bien quelle est la meilleure scène, et on a vu C'est des vrai scènes qu'on plus belles que en celles voit, qu'on a filmées. on en voit tellement pendant des centaines, des milliers de kilomètres qu'on a l'impression qu'ils sont présents partout sur le territoire. Et en fait, non. Il y a des endroits où il n'y en a plus. Ce road trip, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec nos amis suisses Émilie et Julien qui nous ont accompagnés, donc pour tout ce qui était d'abord un petit peu formalité pratique. Je voudrais rajouter quelque chose juste là, je te coupe, à propos d'Émilie et Julien. Émilie et Julien nous suivent, regardent nos vidéos. On n'était pas inconnus à leurs yeux, ils l'étaient pour nous évidemment, mais pas vraiment, puisque il y a 2 ou 3 ou 4 ans, Julien avait envoyé un mail à Manu concernant un LT, parce qu'ils avaient un LT qui ressemblait fort à Oscar, et qu'ils ont vendu à pas n'importe qui, à Eric et Pascal qu'on avait rencontrés dans la Puna argentine. Et c'est juste pour montrer encore une fois à quel point le monde est petit. On s'est mis C'est d'accord. quand même important de pas... Enfin, on se sentait pas de le faire tout seul. Parce que on savait que c'était quand même un peu technique parfois, ce parc du Manguistao. Il y a de la roche, il y a du sable, et c'est quand même plus rassurant d'être à deux. C'est un peu comme quand on était avec Coco et Christian l'année dernière. Oui, bien sûr, il y a un aspect de sécurité. Il fallait qu'on se mette d'accord sur un itinéraire, donc. Et puis, on a décidé de prendre une piste assez longue pour commencer, qui était... alors, c'est difficile de dire si c'était plus long ou pas en temps. C'était certainement plus court en distance. Et c'est une piste qui s'est présentée comme pratiquement 2 jours consécutifs ou une journée et demie, assez monotone sur une piste presque rectiligne, qui était rendue difficile par le fait que régulièrement on traversait des petits cours, des ornières de pistes perpendiculaires. C'est d'ailleurs surprenant de voir à quel point ces rares pistes perpendiculaires pouvaient gêner le passage, parce que simplement, dans la steppe, les marques restent très longtemps, sans doute plusieurs années, et comme certains véhicules lourds peuvent traverser la steppe quand elle est humide, se créent des ornières dans la boue qui ensuite durcissent et forment comme des ralentisseurs. Donc c'est comme si on avait passé des centaines ou des milliers de ralentisseurs, hein, sur cette piste, qui d'ailleurs était intéressante dans le sens où elle était en pleine nature, bien évidemment. On a dû croiser, je crois, une personne en 2 jours au début de la piste, et puis c'est tout, si je me souviens bien. Donc c'est pour montrer à quel point on est quand même isolé. C'est facile, hein. Je peux pas me tromper de route, par contre ça se coupe. Mais le paysage est quand même assez monotone, il n'y a rien, il y a des chevaux, beaucoup, partout, et beaucoup de chameaux et de dromadaires. Les seuls habitants semblent être des sortes de chiens de prairie. Ça ressemble un peu à des suricates, c'est un peu plus massif. Ça s'appelle des spermophiles. Ah voilà, ça s'appelle des spermophiles parce que ce sont des animaux qui mangent des graines. Et on en voit beaucoup, ils sont assez espiègles.
Ils sont farouches un petit moment, au sens où ils vont se terrer, ils vont plonger dans leurs terriers qui sont pas loin et qui forment des réseaux, et puis ils vont revenir nous regarder d'un air malicieux, tout en surveillant du coin de l'œil qu'un rapace ne vienne pas quand même en faire son repas. Ils sont là un peu partout, Oh, on c'est s'arrête vraiment parfois, hyper mignon. oui, on a beaucoup de C'est... plaisir à Ah les oui, voir. alors ils font leur terrier, mais n'importe où, hein, même au milieu de la route. Donc il faut quand même faire attention. On voit sortir leur petite tête et ils se cachent tout de suite après. Donc ça, on en a vu littéralement des centaines et des centaines. Il y en a partout, 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 partout. Heureusement. Heureusement qu'il y a ça quand même. Et les chameaux. Et les chameaux. D'ailleurs, à un moment donné, on a décidé de faire un petit safari chameau. Oui. Parce que les chameaux étaient là, nous aussi dans la plaine. Alors Manu parfois, m'a dit, allez, on y va. Ah, je dis quand même non. Il me dit, mais si. Et en fait, ils en avaient rien à faire de nous. ouais. Donc on s'est amusé à faire quelques ronds en fait dans Moi, la je suis steppe. montée sur le toit d'Oscar, ça faisait longtemps. C'était vraiment pour s'amuser à faire un petit peu comme en Afrique et approcher les groupes d'animaux. Voilà, c'était ça plutôt pour le fun. Mais sinon, on finissait par trouver ça, ce segment un peu lassant parce qu'on nous avait dit tellement de bien de Manguistaou qu'on se languissait d'y arriver. Bah, c'était pas si mal, c'est vraiment une expérience, quoi. Bah, ça se voit pas quand on filme de côté, mais en fait, à certains moments, il n'y a juste plus de piste. Voilà, à certains moments, on est directement dans la steppe et on se dirige quasiment à l'arrache, quoi, en fait. On cherche les traces d'Hélène Aubin, mais elles ont été effacées depuis le temps. Normalement, si on tourne suffisamment en se dirigeant en gros tout droit, là, à un moment, on devrait retrouver des traces. Hein. Mais on ne sait pas très bien où elles sont. Il faut plutôt filmer un peu devant, peut-être pour voir que... Et puis je filme devant, et vous avez vu comment il est pénible. Monsieur, je veux conduire et je veux surveiller la piste. Bon, voilà, on cherche. On cherche. On cherche depuis des heures. Ah! C'est le début de la journée. Il fait moche. Ah ouais, il fait moche. Il fait couvert, ouais. C'était pas du tout prévu. On avait Voilà. Oh, il y a une piste là. C'est bon. Et ben voilà, c'est bon. Youhou! Regardez-moi ça. Une piste toute belle. Oui, mais alors du coup, on s'est dit, mais en gros, quand est-ce qu'on y arrive? Parce que le Manguistaou, pour nous, c'était des très belles montagnes spectaculaires. Ouais, et là, c'était tout plat. Alors, c'était tout plat, sauf que un soir, le premier bivouac à travers cette immense plaine, on est arrivé près d'un vieux cimetière. Je ne sais pas si tu te souviens. Sur la gauche, on est descendu, il y avait des vieilles stèles. On a fait un tour à pied. On s'est garé. Et Manu a regardé les cartes et il a dit à Émilie, Julien, si on continue 2 km à droite, on va arriver au pied d'une falaise. Et vous connaissez Manu, il est increvable, donc il roule des journées entières. Et Julien et Émilie, ils n'ont pas l'habitude. Donc, et fatigués un peu, ils avaient très envie de s'arrêter, moi aussi d'ailleurs. Et il nous a dit, mais non, je vous promets, d'après ce que je vois sur les cartes, ça va être un super endroit. Il faut aller, bah, naturellement, c'était là où je voulais en venir. On a commencé à traverser donc cette plaine pendant 2 km. Et là, on a dit, waouh, Manu, t'avais raison, c'était incroyable. Bah, bien sûr, on arrive devant quelque chose qui s'apparentait pour nous au Grand Canyon, en fait, tel qu'on l'a vu d'abord aux États-Unis et aussi en Afrique du Sud. Un escarpement majestueux, Ah oui. absolument désert, c'est-à-dire qu'aucune construction humaine à perte de vue et un relief. Alors là, ça va devenir difficile à commenter parce que c'est uniquement graphique en fait. Donc ça n'a pas de sens de décrire ce que vous pouvez aussi bien voir à l'écran. Mais on peut juste souligner le fait qu'en réalité c'est bien évidemment très supérieur parce qu'on a le côté large. En fait c'est lié, je pense, à l'angle visuel. Quand on est face à la réalité du spectacle,
on en prend littéralement plein les yeux. Alors que l'écran limite forcément la perspective. On est moins plongé dans le paysage, forcément, quand on regarde un écran, fût-il un grand écran. Mais c'était, alors est-ce que c'est techniquement le Mangistau ou non, je ne sais pas, mais c'est le début de cette faille qui crée une différence de relief qui d'ailleurs n'est pas si considérable parce qu'il s'agit de quelques petites centaines de mètres, 200, 300 mètres de dénivelé. Simplement avec un tel niveau de dureté dans le relief que c'est vraiment très impressionnant. Et ça, on l'a vu dès le premier soir. Ouais, donc on a dormi Donc on là. était hyper contents parce que pour nous, c'était la récompense en fait de ces 2 jours de piste qui étaient face à nous. On s'est vraiment régalé. On s'est régalé le matin parce qu'on avait un éclairage légèrement différent. Bah là, oui, ah oui, 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 Et on oui. a longé cette faille avec le plaisir d'être tout à fait seul sur des kilomètres entiers pour jouir Bah, souvent, avec de la vue. Émilie et Julien, on n'était pas collés tout le temps, hein. On faisait chacun nos trucs de notre côté, de notre côté, quand on savait qu'il n'y avait pas de risque. Et donc là, on est partis tous les deux ce matin-là. Attends, je vais descendre. Attention Manu, parce que là, il y a une pierre qui s'est... Pas trop près quand même, hein. Oh non, Manu, c'est friable, hein. J'ai pris mon petit déj au bord de la falaise. Je me souviens, tu me dis attention, attention. Et là, c'était mais magnifique, magnifique, vraiment. Et nous, on est allés jusqu'à la mosquée souterraine de Beketata. Alors c'est un lieu de pèlerinage important pour les Kazakhs. Très important, puisque après tous les gens qu'on a rencontrés, tous les Kazakhs nous disaient est-ce que vous êtes allés à la mosquée de Beketata? Oui, 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 on y est allés. Mais alors me direz-vous pourquoi, comment font-ils pour venir puisque c'est si loin? Ben non, en fait c'est pas si loin parce que il y a une route goudronnée qui y mène par le sud en fait, par une toute autre route. Donc nous on était surpris parce qu'on avait traversé une steppe qui était quand même déserte et assez hostile pour y arriver. On s'est rendu compte qu'il y avait des dizaines de personnes qui étaient là. Mais elles venaient d'ailleurs. On arrive, le il y a site une est mosquée grandiose. normale, hein, où on n'est pas allé, où les gens viennent prier, avec une salle d'ablution à côté, enfin une mosquée normale. Et puis quand on marche un petit peu, on voit tout à fait au loin, mais loin, loin, un tout petit truc en pierre et qui s'avère être la mosquée souterraine. Donc il faut descendre des milliers de marches, sachant qu'après il faut les remonter. Donc là on croise franchement beaucoup de locaux pour arriver à un tout petit truc. Mais on a repéré 2 lézards dans une faille, ça nous a mis un peu de motivation. Et puis après on rentre, 2 petites salles minuscules, avec un monsieur qui est là, en train de prier, qui nous dit pas de photo. On dit ok. Et à la remontée, j'ai dit à Manu, mais pourquoi est-ce qu'il passe par là? C'était vraiment abrupt. Et il m'a dit, mais c'est un peu comme un chemin de croix. Je crois qu'il a raison, souvent il a raison. Et il montait presque à genoux tellement c'était difficile. Bon, nous, on s'est contenté des marches. Allez, c'est parti. Et on voit que partout où on marche en fait, dans les roches qui sont ici, mais aussi bien dans celles qui sont là, je m'arrête au hasard, hein, il y a plein d'empreintes de coquillages qui montrent qu'autrefois la mer était là. Donc on s'est arrêté à cet endroit et puis ensuite on a pris la route du Mangistau à proprement parler et on a passé là le reste de la journée à découvrir le haut de l'escarpement. Voilà, ça aurait été bien avec le drone. Hein. Au-dessus de nous, sur cette petite truc là, Manu. Mais non, mais avec nous qui roulons sur ce petit truc. Bon, alors, comme il s'agit principalement d'une falaise, on la découvre par le haut et on la découvre par le bas. Et comme les routes sont difficiles, on ne s'amuse pas à faire, enfin du moins nous, des allers-retours. Donc on a séparé notre découverte On a choisi de la l'aborder zone par le en haut. deux. Voilà. Et donc là, il y a une succession de points de vue qui sont vraiment, on peut le dire, tous plus spectaculaires les uns que les autres. C'est exactement comme ça qu'on l'a vécu. Ouais. Et où on s'arrête pour faire des photos, pour faire voler le drone. On se balade vraiment dans des paysages magnifiques, sous un temps orageux. C'est beau à gauche, c'est beau à droite.
C'est beau sur le côté. C'est beau derrière. Pour marcher un petit peu aussi. Parfois, Bien sûr, il y a des points de vue sur des pics un peu abrupts, et puis pour se dégourdir les jambes, et puis pour profiter autrement. on passe sur des passages assez étroits. Hein. Faut pas avoir le vertige. Précipice à gauche. Ouh. Précipice à droite. Et devant, on monte. Ouh. Ouh. Alors on aime beaucoup y aller avec Oscar et le faire passer le long de la falaise, Exactement. parce que c'est quand même très impressionnant, donc on a envie de lui montrer. Bah, surtout Et qu'il puis y après, a, on y va à pied. il y a franchement des endroits, bah, oui et non, parce qu'il y a des endroits auxquels on a accès avec Oscar qui sont saisissants, parce qu'ils sont très en abrupt en fait au-dessus de la falaise. Et donc, quand on voit ensuite les photos, on se dit waouh, on était là avec Oscar, quoi. Et donc ça, c'est quand même grandiose. Parce que une différence importante avec le Grand Canyon américain, c'est que mais il n'y a personne en fait. Ah ouais. Donc c'est Non, mais pas ça, c'est du quand tout même- la même approche en fait du paysage Et franchement, cette et journée-là, du spectacle. entièrement, hein, on a vu des locaux à la mosquée de Beketata. Et ensuite, on a vu 3 On a- véhicules. C'est sûr que. Enfin, c'est un peu embêtant de dire ça parce que on le dit souvent, on a l'impression qu'on veut le paysage que pour nous. Ça fait un peu enfant gâté, c'est un peu bête comme remarque, moi j'en conviendrais volontiers. Mais n'empêche que c'est vrai quand même. Euh, Se retrouver tout seul face à ça, eh ben, ça donne le sentiment d'un privilège extraordinaire. Ouais, c'est pas du tout la même émotion. Ouais. Et alors le potentiel touristique, il est évident en fait. Simplement, c'est une zone qui est protégée par son éloignement géographique, c'est tout. Et donc on n'a que du bien à dire du spectacle qu'on a vu ce jour-là et jusqu'au coucher de soleil qui était très beau. Donc on était absolument rassasiés et ravis et on a bivouaqué là, Bah, là à un encore, endroit de rêve. tu as fait d'autres plans de drones Ah, bien sûr, mais qui étaient différents parce qu'on ne voyait pas ça d'où on était. Donc on voyait la plaine. l'avantage étant qu'avec le drone, on peut précisément s'éloigner de l'escarpement et prendre un petit peu de hauteur et montrer en fait à quoi ressemble l'ensemble du paysage. Et donc là, on avait le sentiment d'avoir déjà réussi notre voyage au Mont Guistaou, mais le meilleur était, pour ainsi dire, encore à venir. Parce que le lendemain, nous avons donc décidé de prendre la route qui nous menait en bas de la faille. Alors, cette route n'était pas facile. Ben, au début, donc Julien et Émilie sont partis devant. Nous, ben, on est allé beaucoup plus doucement. On s'est arrêté encore à de nouveaux points de vue. On s'est dit, mince, ils sont pas là. C'était quand même drôlement joli encore. Et puis on a continué donc la route. Et puis, on a vu au loin Émilie et Julien qui descendaient. Puis doucement, doucement. On s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis ils se sont arrêtés. On s'est dit, mais il doit y avoir un problème. Donc on commence à prendre ce chemin, qui était un bord de falaise, c'était tout petit, quoi. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Et en fait, Julien était remonté pour nous dire, ah, attention, attention, attention. Parce que de l'autre côté, c'était littéralement un escalier. Ouais, alors. Et les vidéos que j'ai descendues avant de faire cette interview ne rendent pas vraiment ce que c'était. Mais c'était un escalier de pierre qu'il fallait descendre. Ouais. Par contre, sur les escaliers blancs, on a pu s'engager. C'était une légère prise de risque. Oscar a bien descendu cette difficulté. Et donc, c'était un peu inquiétant pour nous parce que c'est une situation dans laquelle on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas faire le chemin à l'inverse. Donc, on devait se faire une idée assez précise du fait qu'une fois descendu, il y aurait une autre issue. On a beaucoup regardé les cartes pour s'en convaincre et on a repéré que assez loin, il y avait un gué vers lequel convergeaient plusieurs pistes et on s'est dit que dans tous les cas, on pourrait sortir par là, sachant que le temps avait été relativement sec et on se disait que le gué serait assez facile à franchir.
Bon, on est descendu déjà. À 2-2, c'est fait. On sait pas comment on va remonter, mais on est là. On a aussi hésité à se diriger vers un autre endroit qui est une sorte de cône qui nous a fait un peu penser au cône d'Arita dans la Puna. Et là, on a renoncé parce que la piste nous semblait, pour les mêmes raisons, trop difficile. On s'est contenté de faire un peu de drone pour approcher le cône suffisamment. On aurait pu y aller à pied, c'était peut-être à 2 km, mais on a choisi d'épargner le temps pour aller voir d'autres points de vue. Il faut toujours que quand on fait un aller, on se ménage la possibilité de faire un retour. Et pour aller vers ce cône-là, c'était vraiment un aller-retour et il n'y avait pas d'autre hypothèse que cette piste que j'ai rechigné à descendre parce que je craignais de ne pas pouvoir la remonter. Julien étant probablement pas assez puissant pour tirer 2 véhicules, leur véhicule a beau être 4x4, en tout cas, c'était un peu difficile. On l'aurait fait avec un partenaire qui aurait eu un camion très lourd, peut-être, mais là c'était un peu délicat. Et puis, on s'est mis à sillonner à partir de là, sans trop de difficultés, le bas de cette zone de falaise du Manguistaou, en ayant là encore de nombreux points de vue plus magnifiques les uns que les autres. On voyait cette fois-ci les montagnes en contrebas. Ah, mais c'est ce matin-là que tu avais décidé de partir à 6 h du matin? Oui. Manu dit, ah là là, j'ai vu la pluie qui arrive, donc nous, demain matin, on part à 6 h 30. Dès que le soleil est levé, on prendra notre petit déjeuner en bas, mais on ne veut pas craindre d'être pris par la pluie, il avait raison. Donc ils ont dit, non, on vient avec vous. Donc on est descendu et on a fait tout ce que Manu vient de vous raconter. Et ensuite, on a fini par se poser quelque part pour effectivement prendre un petit déjeuner et pour aviser de la suite quand même. Après, on s'est un peu, alors non pas perdu, c'est plutôt moi qui me suis perdu parce que Julien avait un système de navigation qui était plus performant que le mien. Alors de lui, il donnait le sentiment de bien comprendre où on était, mais nous, c'était moins clair. Et mais puis, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, comme Coco et Christian, un talkie-walkie. Donc ouais. on peut très facilement communiquer. Oscar, pour Pollux, vous m'entendez? Et c'est pas par là qu'on a passé la nuit hier soir? Oui, assurément, c'est là. Mais on s'est en même temps plus ou moins amusé à se perdre parce qu'à certains moments, il y avait des pistes qui n'étaient pas vraiment marquées, mais on voyait bien que le sol était vaguement praticable. Donc on traçait un petit peu tout droit vers les points qui nous semblaient intéressants, notamment autour de certaines dents très déchiquetées qui marquent quand même le paysage, puisqu'on les voit très bien du haut et du bas. Donc ces sortes de pitons de roches très déchiquetés nous ont un petit peu servi de repère. On a cherché à tourner un petit peu autour. Et puis... ouais, et puis quand même, c'est quand même très très rigolo parce qu'on est perdu. On rencontre... Alors là, si, on a rencontré une grosse expédition en 4x4. Les gens nous ont doublés, ils étaient nombreux. Mais à part ces touristes ponctuels, il n'y a vraiment personne. Et on voit donc, il y a des dents à 2 endroits. On en vise une. Et là, je vois 2 voitures et je dis, oh, ça ressemblerait bien à Pépitoy et à Arnaud. Et bah ouais, ils étaient là. Ils étaient là. Alors, ils avaient passé la nuit là, et nous pas très loin en fait, en haut. Donc bon, bien sûr, on s'arrête. J'avais pensé à la citation que Sylvain Mola a mis en tête de son blog. Le hasard vaut mieux qu'un rendez-vous, parce que c'était vraiment ça. C'est comme si on avait en fait substitué un rendez-vous par le hasard et qu'on retombait systématiquement les uns sur les autres. Donc on a finalement épuisé un petit peu la succession des points de vue qui étaient alors pour dire vrai, dont on avait connaissance. Non, pour dire vrai, c'est que tout le monde nous disait il faut aller au tiramisu. Il faut aller au tiramisu, les Tiramisu Mountains. Bon, ok. Elles sont où ces Tiramisu Mountains? Et en fait, on avait du mal à les trouver sur les cartes des tiramisu. Tout le monde parlait de Tiramisu Mountains et on ne les trouvait pas sur les cartes. Alors on a suivi, on est allé près de d'autres dents qui étaient très Alors du coup, jolies. c'est ça qui nous a aidé à épuiser en fait les points de vue. Parce qu'on se disait, mais est-ce que c'est là? Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est cette fois encore là? Eh ben non plus. Ça pourrait être des tiramisu quand même, parce qu'il y a du blanc, du marron, peut-être que c'est ça. J'ai l'impression qu'on est tiré d'affaire. Maintenant, il faut juste savoir si on va prendre à droite ou à gauche. Mais a priori, on sort de la zone par la gauche, on est d'accord? Oui, exact, on va prendre à gauche. Il faut juste arrêter une seconde, je remets à jour Haussmann en fait. Je
vais reparamétrer la suite du trajet. Ok, ça marche. Et en Encore fait, une fois, sans connexion et sans. Même si moi j'avais vu des images, enfin, je n'avais pas vraiment. Je savais que c'était très joli, c'est tout quoi. Et en fait, on a été aidé par le fait que les Tiramisu Mountains sont tout à fait à la sortie de cette zone du Mangistau. Et donc, ça nous a aidé puisqu'on les cherchait à épuiser tous les points de vue intermédiaires, puisque à chaque fois, on pensait tomber dessus. Et en fait, non. Oh, mais alors là, Mais du coup, on oui. s'est vraiment perdu. Hein. Enfin, perdu. On s'est un peu égaré, On s'est égaré. plus ou moins volontairement, encore une Jamais fois. on s'est dit qu'on allait finir nos jours dans le Mangistau. Hein. On voyait toujours les montagnes, etc. Simplement pour retrouver une des pistes principales. Parfois, on en était loin, donc on traçait au travers, mais c'était rigolo. au travers du désert. C'était pas du tout difficile. Non, il n'y avait pas de difficulté particulière, quoique certains ont été étonnés de nous voir réussir cette traversée avec 2 roues motrices, puisqu'on était les seuls à avoir que 2 roues motrices. Vers 5h, 6h, là, le ciel est devenu vraiment menaçant, ce qui a donné des couleurs magnifiques sur le Mangistau. Et tout à coup, on s'est dit, mais mon Dieu, elles sont là. Elles sont là, des Tiramisu Mountains. Comment on a pu les rater? On est complètement idiots. En fait, on n'est pas idiots, c'est simplement qu'il y a 2 façons de rentrer dans le Mangistau. Et que nous, on avait choisi de rentrer par le haut en venant de la piste. Et que si on arrive par la route, on tombe forcément dessus. Nous, il a fallu qu'on passe une journée à les chercher. Et mon Dieu, que c'est beau. Oui, on est arrivé. Alors en plus, la piste devient facile à ce moment-là parce qu'il y a une sorte d'aplat. Une sorte de désert de sel en fait, hein, où, je ne sais pas s'il y a du sel ou si c'est du sable tassé, mais en tout cas c'est le genre de piste, enfin d'espace hyper roulant. Donc justement il n'y a pas de piste, on roule absolument où on veut et on s'est dirigé même en faisant une sorte d'arc de cercle léger mais à fond vers les montagnes du Mangistau. C'était une très très belle arrivée. Ouais. sur Et là un encore, ciel j'ai orageux. dit, oh, il y a encore 2 véhicules là-bas. Et c'était nos copains français qui étaient là et qui s'apprêtaient à passer la nuit ici. On a hésité, honnêtement. Oui, mais Parce qu'on s'est dit, c'est la dernière soirée avec eux. Et Manu avait quand même toujours en tête cet orage qui risquait d'arriver. Et franchement, s'il avait plu, on sortait pas, nous. Hein. Nous, on a fait le tour de cette montagne de Tiramisu principale avec Émilie et Julien. Et puis, on s'est rapproché de la sortie pour être sûr de pouvoir sortir. Donc, on s'est garé là. On a trouvé un endroit bien sympathique. Ils nous ont dépotés, nous, les filles. Et Julien et Manu sont partis jusqu'à la route pour voir si, en cas de pluie, on pouvait sortir. Ouais, et on a jugé que c'était suffisamment sûr qu'il y avait 2 ou 3 difficultés seulement qu'on pourrait sans doute passer. On a d'ailleurs, à mon avis, été assez imprudent parce que s'il avait plu davantage, on aurait vraiment eu de mal et on aurait dû aller un petit peu plus loin. Parce qu'il a plu, hein. Il a plu. Il a plu légèrement, mais il n'aurait pas fallu. Suffisamment pour. C'est un sol particulier qui, une fois gorgé d'eau, devient extrêmement glissant. Donc il suffit d'assez peu de pluie. Si la pluie continue et se renforce, ça devient totalement impraticable, y compris pour les 4x4 d'ailleurs. Donc bon, nous, on a été aidés par le temps parce qu'il n'a pas tant plu que ça, mais quelques jours plus tard, c'était devenu une vraie patinoire. Pour ce qui nous concerne, on a eu l'occasion de jouir du paysage des Tiramisu Mountains. Alors en l'occurrence, nous, on était plutôt sur les petites Tiramisu. Et on y était à la fois le soir et le matin. Le lendemain, il faisait très beau, donc les lumières avaient changé. Et en particulier, vu du ciel, c'était très spectaculaire. On a pu s'en donner à cœur joie au niveau du drone, avec une variation de distance aussi qui est assez importante, parce que ce sont des paysages qui sont très beaux dans le détail et aussi dans leur globalité. Donc il faut savoir jouer des perspectives, mais aussi de l'éloignement par rapport aux scènes. Le mieux, je crois, pour rendre l'aspect tiramisu, c'est quand même d'avoir les différentes couches visibles, parce qu'il y a beaucoup de contrastes de couleurs entre les différentes strates de roches, et c'est ça qui donne l'intérêt du spectacle, en plus du haut relief.
qui est un relief qui est curieux parce qu'il est à la fois très marqué mais très régulier. Il arrive qu'il y ait des sortes de failles qui séparent en quelque sorte les différentes zones en plusieurs petites tranches, mais qui soient des failles très régulièrement espacées. Et on le voit parfois même dans la distance en fait, on a l'impression que c'est presque un mur qui a été construit tellement c'est régulier. Mais non, c'est la nature et l'érosion qui ont produit ce spectacle magnifique. Ce genre de passage, ça nous inquiète un petit peu ce matin parce qu'il a plu dans le désert. Et quand on voit ce genre de formation, c'est très mauvais parce que à gauche, on passe pas, il y a trop de relief. Et à droite, on va se prendre de la boue. Et quand on marche dessus, on se rend bien compte que voilà ce qui se passe. C'est méga glissant. Donc on n'a que du bien à dire des Tiramisu Mountains. On était presque un peu triste de partir, mais il fallait s'arracher tout de même et sortir à ce moment-là complètement de la zone du Mangistau. Il n'y a aucune capacité d'absorption de la piste, on voit bien. On a pris une petite pluie, il y a déjà des flaques qui se sont formées. Bon, c'est pas méchant, ça passe bien quand même, mais non, mais on voit qu'il n'y a pas de capacité d'absorption du tout. Et si jamais on avait dû... Il faut quand même regarder là. Oui, regarde en même temps que tu racontes. Si jamais on avait eu une pluie, mettons, 2 fois plus forte, suivie d'une pluie continue, et ben on commençait à être embêté. Hein. Parce que là, ça passe, mais... Ouh là là, le bruit que vous entendez derrière, c'est les objets qui bougent. Je sais pas ce que c'est. On n'a pas beaucoup de marge. C'est le tiroir qui s'est ouvert. Bon. Et là, on a mieux compris à quel point c'était facile pour certains de venir dans le Mangistau, parce que quand c'est sec, il suffit de faire une grande boucle, de venir par l'asphalte, et effectivement, on peut venir en camping-car sans aucune garde au sol particulière. La difficulté pour nous, c'était d'avoir visité le haut et le bas en faisant la piste à l'intérieur entre les deux parties. C'est hyper beau. Hein? C'est hyper beau. Oh, il y a une petite difficulté là. Ah. Il faut prendre à droite, Manu. Le petit tiramisu, en fait, comme il est joli. Hein. Franchement, il est hyper beau ce parc. Ouais, non, il est hyper beau. Ça t'évite de faire 3 ans en Amérique, en fait. T'as pas besoin de faire les Colored Mountains de tout type, Las du Pérou, Coloradas, Pérou, Argentine, tout ça. C'est bon, ça passe à la trappe. Hein. T'as pas besoin de faire Monument Valley. T'as pas besoin de faire Death Valley. T'as pas besoin de faire... Monument Valley. Ouais. À la limite, le Grand Canyon, même, des fois. Le Grand Canyon, c'est une synthèse, même presque Bryce Canyon par certains côtés. Et t'as même pas besoin de faire la carretera australe parce que t'as un tout petit peu de tôle ondulé là. Ah ouais. Pour finir. Mais quoi, 500 mètres, hein, c'est bon. Tu sais ce que c'est, quoi. Comme disait Audiard, c'est une synthèse. Bravo le conducteur. Bravo Oscar. On est bien tiré. Avec un peu d'eau de pluie quand même. Et bravo le conducteur qui maîtrise bien la situation. Bravo la copilote qui s'occupe du conducteur. Ouais. Bravo le drone. On est heureux. Ouais. Ah, nos copains ils sont derrière, attendez. Et bravo à la nature pour ce beau spectacle. En voilà. Et là on va tourner et on va aller voir les petits Suisses qui sont derrière nous. On termine dans la steppe après cette remarquable escapade de 3 jours dans des formations rocheuses exceptionnelles. Oh, oh. Et maintenant, devant nous, une semaine de route sans rien d'intéressant. Bah, c'était le prix à payer pour venir là, mais on est très contents. Voilà, alors d'un certain côté, tu économises 3 ans parce que tu n'as pas besoin d'aller en Amérique. De l'autre côté, tu perds 10 jours parce que tu es obligé de rouler comme un, comme un malade, en fait, comme un taré pendant 3000 km pour arriver là. Bon, c'est comme ça.
Voilà, et puis on est sorti, et là, c'était retour à la civilisation, c'est-à-dire que le premier arrêt, on avait 3 personnes autour de nous qui voulaient se selfier, parce que c'est vraiment, comment on dit, l'arroseur arrosé, non? Oui, C'est-à-dire que nous, on a très envie de filmer les locaux, mais alors eux, c'est non-stop. Si vous saviez le nombre de fois où on apparaît sur les photos des Kazakhs. Et puis on a repris la route, hein. oui, on a repris la route, la boucle vers le Mangistau était terminée, il fallait à ce moment-là remonter beaucoup. On a confirmé que la frontière qui nous aurait tellement intéressé était bloquée. Et comme elle l'était effectivement, ben, nous n'avions plus d'autre choix que de refaire une longue boucle qui nous rajoutait pratiquement 2000 km, hein, rien que ça, à notre trajet déjà fort long. Et ça, de ça, on vous parlera la semaine prochaine, puisqu'on vous parlera à ce moment-là du contournement de la mer d'Aral, qui nous a pris près d'une semaine. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos petits pouces. Ça nous fait du bien et ça nous encourage à continuer. À la semaine prochaine, À la semaine prochaine. et faites de beaux rêves du Mangistau.